Bien, bonjour ou rebonjour pour ceux qui étaient à la première conférence ce matin. Pour cette conférence de l'après-midi, nous avions l'envie un petit peu de sortir d'une approche un peu plus technique du learning, comme vous avez pu la voir ce matin avec un panorama d'outils, et de se pencher un petit peu sur justement le rôle, cette fois-ci, des concepts ergonomiques, le rôle du design dans les modules de formation. Donc pour animer cette table ronde qui va se dérouler un petit peu sous forme de présentation, j'ai demandé donc à Christian Guetton, directeur artistique de Coveo, de bien nous présenter quelques-unes de quelques réalisations, et puis à Éric Jamet d'intervenir plus sur la partie conceptuelle dans l'université de Rennes 1 et de Rennes 2. Donc il va commencer par nous présenter une petite, en tout cas une analyse de l'approche ergonomique dans la construction de modules e-learning. Voilà, je vais te laisser la parole, Éric. Bien, bonjour à tous. Alors, je vais effectivement essayer de vous présenter, à travers ces quelques diapositives, la manière dont on peut peut-être essayer de concevoir des modules de e-learning qui se veulent un peu plus efficaces pour l'apprenant. Donc, quelques mots de présentation peut-être avant de commencer. Donc, je suis professeur d'ergonomie cognitive à l'Université Rennes 2, je vais expliquer ce que c'est tout à l'heure. En fait, je travaille dans une équipe de recherche qui est le CRPCC, c'est le premier logo que vous avez à gauche là, sur l'écran, qui est une équipe plutôt de recherche autour des apprentissages, mais pas seulement. Et puis, je suis directeur d'une plateforme de recherche qui s'appelle Loustic, qui est en fait une plateforme de test de produits innovants avec des utilisateurs. Parmi les produits qu'on teste, il y a beaucoup de ressources numériques pour l'apprentissage. Pas seulement ça, c'est beaucoup plus large que ça. On travaille beaucoup sur les produits dans l'habitat, mais on fait un certain nombre de tests comme ça autour de l'amélioration de ces produits pour l'apprentissage. Alors, concernant l'intervention, ce que je vous propose, c'est dans un premier temps de vous présenter très rapidement ce qu'est l'ergonomie, cette discipline qui est finalement assez peu connue, pour un certain nombre d'entre vous, puisque je vois beaucoup de têtes connues dans la salle, donc certains ont déjà subi les cours d'ergonomie. Oui, subi, oui. Non, ils en redemandent, ils sont là. Juste pour réviser, je leur ai expliqué tout au bout de quelques secondes. Alors, justement, à propos d'oubli, je vais dans un deuxième temps essayer de vous parler des apprentissages, justement, c'est-à-dire comment on va finalement utiliser ces modules qui ont pour vocation normalement enfin en tout cas d'entraîner un apprentissage, donc d'entraîner un stockage en mémoire de certaines informations. Donc je vais essayer de vous présenter, mais très rapidement, comment fonctionne la mémoire, ou surtout comment elle ne fonctionne pas en fait, puisque c'est un des problèmes qu'on va rencontrer pendant l'apprentissage. Donc je vais essayer de faire ça très rapidement, je vais vous parler un peu d'attention aussi, des choses comme ça. Et puis, je vais vous parler dans un troisième temps de quelques exemples d'études qui montrent l'influence justement du design dans ce qui a été appelé par les organisateurs la performance pédagogique. Alors, je vais évidemment me placer du côté de l'apprenant, puisqu'on peut voir la performance pédagogique du côté de l'enseignant. Ce que je vais essayer de faire, c'est de vous montrer comment on peut améliorer la qualité des apprentissages du côté de l'utilisateur du module, donc ici l'apprenant. Alors, juste une petite remarque sur la notion de design. Dans toute la littérature internationale, c'est vrai quand on parle de design, c'est clairement de la conception au sens large. En France, on a parfois tendance à utiliser le terme design dans une acception qui est un peu plus étroite, qui est, en gros, pour faire simple et en caricaturant, les designers font des choses jolies et les ergonomes font des choses qui fonctionnent, et ces gens-là ne travaillent jamais ensemble, ce qui est faux. Il y a de plus en plus de travaux collaboratifs entre les designers et les ergonomes, et tout ça, c'est le design, c'est la conception, au sens anglo-saxon du terme. Alors même si je ne vais pas rentrer dans les détails de l'ergonomie, je vais simplement essayer de vous présenter ce qu'est cette discipline. Alors étymologiquement, vous le savez, l'ergonomie c'est la science du travail. En fait, les ergonomes travaillent dans trois grands champs de compétences. On va aller très rapidement sur les deux premiers qui nous intéressent moins ici, mais le premier champ de compétences, encore je ne nous intéresse pas, c'est un peu
un peu faux, puisque ce premier champ, c'est l'ergonomie physique, le champ le plus connu. Ici, par exemple, je suis en train d'essayer de vous parler complètement penché sur mon ordinateur, donc je vais tenir 20 minutes, mais pas plus dans cette position. Si je me lève, comme j'ai plein d'animations, je vais être obligé de me pencher à peu près toutes les 2 secondes. Vous voyez ce que je veux dire ici, les problèmes d'ergonomie physique sont des problèmes liés tout simplement à l'anatomie. On parle beaucoup de troubles musculo-squelettiques, etc. Il y a des gestes répétés, on parle beaucoup de pénibilité au travail, etc. Donc il y a quand même des travaux qui peuvent être intéressants ici, sur tout ce qui est aménagement de poste, par exemple, aménagement de poste informatique. Si certains d'entre vous sont intéressés, je vous conseille d'aller voir directement les documents de l'INRS qui sont gratuits, qui sont en ligne, qui sont assez bien faits de ce point de vue. Le deuxième grand champ d'intervention des ergonomes, c'est l'ergonomie dite organisationnelle. Sans entrer dans les détails encore une fois, c'est tout ce qui concerne l'optimisation des systèmes socio-techniques. Donc ici, c'est tout ce qui est lié aux structures, règlements, processus organisationnels. Dans le champ des technologies et de l'apprentissage, on trouve un certain nombre de travaux, par exemple, sur tout ce qui est lié au collaboratif, comment on peut entraîner les équipes à mieux collaborer, par exemple en aménageant différemment les espaces de travail, etc. Je dois avoir un exemple, je ne sais pas s'il est lisible pour tout le monde, il n'est pas lisible pour personne d'ailleurs, je pense. Ils sont tous managers ou directeurs de quelque chose et André fait le trou tout seul. Donc voilà, ça c'est un exemple d'optimisation des systèmes collaboratifs qu'on peut réaliser quand on fait de l'ergonomie organisationnelle. Dernier champ, c'est celui-ci qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ergonomie cognitive. Alors, ces travaux d'ergonomie cognitive, ils ont en fait comme objectif d'analyser les processus mentaux, c'est-à-dire finalement la manière dont nous, en tant qu'humains, on va traiter l'information de notre environnement, et puis essayer de faire en sorte que l'interaction de l'humain avec un système, quel qu'il soit optimale, c'est-à-dire qu'on évite les erreurs, par exemple dans le travail, on parle souvent de l'erreur humaine, que ce soit en pilotage, par exemple, d'avion, de train, ou dans le domaine médical. Il y a la partie d'ergonomie cognitive, une bonne partie des travaux d'ergonomie cognitive, vise justement à essayer de faciliter l'interaction de l'humain avec différents systèmes. En allant très vite, en fait, on va s'inspirer de travaux de psychologie cognitive, ici, dans le cadre qui nous intéresse, des travaux qui sont par exemple autour du traitement cognitif des informations sur la mémoire, comment fonctionne la mémoire, comment fonctionne la lecture ou la compréhension, comment fonctionne la perception visuelle, comment par exemple on traite les couleurs. Je vais vous donner un exemple, dont on voit clairement les conséquences en termes de conception. Est-ce qu'il y a des couleurs qu'on perçoit moins bien que d'autres, etc. Ces travaux, qui sont des travaux très fondamentaux, sont utilisés en ergonomie cognitive dans une visée qui est nettement plus applicative. Ici, l'idée, c'est de faire en sorte d'améliorer la situation de travail. La situation de travail qu'on va considérer aujourd'hui, c'est celle d'un apprenant qui est face à un module. Donc on va essayer de faire en sorte de lui faciliter ce travail d'apprentissage en appliquant des règles d'ergonomie. Juste pour préciser le contenu de l'intervention, donc je vous ai présenté l'ergonomie. On va s'intéresser, comme j'ai dit, plutôt à l'ergonomie cognitive. Dans l'ergonomie cognitive, il y a ce qu'on appelle l'ergonomie conception. Donc là, on rejoint le titre qui était design, justement, comment on peut mieux concevoir, et puis je vais essayer de spécifier, évidemment, et respecter la commande, qui est de parler d'ergonomie des ressources numériques pour l'apprentissage. Alors pour cela, je vous disais, je vais faire un passage par des choses qui sont plus proches de la psychologie cognitive, mais sans entrer évidemment dans des choses trop théoriques sur les apprentissages. C'est pas du tout l'objectif de ma présentation. D'essayer de vous montrer finalement ce qu'on va mobiliser en termes de mémoire, de ressources cognitives quand on essaye d'apprendre à partir d'un document multimédia. Je vais commencer peut-être par une petite précision sur ces fameuses ressources pédagogiques multimédia. Clairement pour moi, le multimédia, comme son nom l'indique, c'est un document qui va être composé de plusieurs médias. Parce que là, je pense ne rien vous apprendre. Ceci est donc un document multimédia. Clairement, à partir du moment où on utilise plusieurs médias pour enseigner, on va être dans le document multimédia. Donc il faut nécessairement distinguer le document électronique du document multimédia. Alors les réflexions sur l'efficacité des documents multimédia, elles ne sont pas liées aux nouvelles technologies. Je vous livre juste un passage ici d'un ouvrage qui est une réflexion autour des livres illustrés.
Cette réflexion, l'hypothèse de ce concepteur de manuel, parce que c'est un concepteur de manuel, c'est que les illustrations, par exemple, vont apporter des effets bénéfiques sur l'apprentissage. La personne qui dit ça, c'est Comenius en 1658. C'est un des premiers manuels scolaires. C'est un ouvrage qui permet en fait d'apprendre à des élèves des traductions latin-allemand. L'hypothèse de Comenius, c'est que cet apprentissage sera plus efficace si on ajoute au document des illustrations. Il va plus loin en disant non seulement ça sera plus efficace, mais par contre je peux créer des difficultés chez l'élève parce que lorsque l'image est complexe, il va avoir du mal à faire du lien entre le texte, les différents mots, et l'illustration. Et il va faire une hypothèse, il va commencer à faire de l'ergonomie du document, alors vous ne le voyez pas nécessairement. Alors c'est une leçon particulièrement passionnante sur le supplice. Oui, ils sont tous morts. Ça s'adresse à des élèves à peu près équivalents primaires. Oui, les contenus ont un peu changé quand même. Ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, c'est pas nécessairement visible, mais il va ajouter des petits numéros dans l'illustration. Par exemple, si on ne sait pas ce qu'est une potence, on va trouver le petit numéro qui correspond à potence dans l'image et dans le texte. C'est-à-dire qu'il fait l'hypothèse très claire ici qu'on peut faciliter la tâche d'apprentissage en jouant sur les formats de présentation de l'information. Donc ce qui en 1658 est une idée intéressante quand même. Et puis depuis, bien, on a eu des tonnes de manuels scolaires qui ressemblaient plutôt à ça. 15 illustrations, 5 lignes de texte, pas une seule référence aux illustrations dans le texte. Voilà, il y a une sorte d'oubli de ces principes dans un certain nombre de cas. Il y a une véritable course à l'illustration, dans un certain nombre de manuels d'ailleurs, qui fait que paradoxalement, et de manière assez contre-intuitive, on peut aboutir à des effets négatifs sur l'apprentissage, notamment quand on ajoute autant d'illustrations qu'ici. Alors je ne vais pas détailler cette partie ici, mais autant l'illustration peut avoir un rôle bénéfique sur l'apprentissage, autant en mettre autant ici, tout en oubliant de guider l'élève, on aboutit à des résultats qui s'avèrent plutôt négatifs, délétères pour l'apprentissage. Alors, c'était déjà compliqué sur des manuels scolaires, et puis on s'est mis à faire, ça va rappeler des souvenirs à certains, des hypertextes. Très vite, on est passé à des hypermédias, c'est-à-dire qu'on va, alors là c'est une copie d'écran d'encyclopédie, on va ajouter alors à la fois du multimédia, c'est-à-dire des images, des animations, mais aussi des liens hypertextes, on va permettre aux gens de cliquer dans les vidéos, etc. On est passé ensuite au rich media. Alors je dis souvent, est-ce que ça enrichit d'autres personnes que les vendeurs de logiciels? C'est une question qu'il faut se poser à un moment. Puisque on aboutit, encore une fois, paradoxalement, à des sources d'informations de plus en plus nombreuses. Et puis enfin, pour vous donner quelques exemples, j'aurais pu citer beaucoup d'autres exemples, c'est vrai qu'on voit beaucoup de choses apparaître dans le domaine du serious game, du jeu sérieux en ce moment. Donc on est en train, petit à petit, de complexifier les interfaces, de complexifier la nature des informations. La question qu'il faut se poser, évidemment, c'est est-ce que toutes ces technologies qu'on ajoute dans l'apprentissage sont bénéfiques pour l'apprenant? C'est-à-dire, est-ce qu'on arrive à augmenter la qualité de son apprentissage avec ce type d'outils? Et bien, chaque fois qu'on conçoit un écran, on devrait se poser ce type de questions. Je vais reprendre juste l'exemple de l'encyclopédie ici, qui est une page a priori simple. Eh bien, on doit faire des choix de conception ici. Premier choix, c'est est-ce qu'on met autant d'illustrations? Est-ce qu'elles sont toutes efficaces? Est-ce qu'on ne va pas perdre l'apprenant dans une masse d'informations illustrées? Est-ce que j'utilise de l'oral, de l'écrit? Qu'est-ce qui est le plus efficace pour la mémoire? Alors on entend parfois, par exemple, j'ai entendu, on retient 10% de ce qu'on lit, 20% de ce qu'on entend, etc. C'est totalement faux du point de vue scientifique. Autant on mémorise mieux, c'est vrai, des informations écrites. Dès lors qu'on a un schéma, c'est exactement le contraire qu'il faut faire, c'est l'expliquer à l'oral. Donc il n'y a rien de simple en termes d'ergonomie des documents. Faut-il dupliquer l'oral et l'écrit? Est-ce que c'est intéressant, par exemple, vous avez tous vu des diaporamas où tout le discours de l'orateur est sur la diapositive? Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que ça facilite l'apprentissage? Au contraire, est-ce que c'est nuisible? Est-ce qu'on peut faciliter les liens entre le texte et l'image? Là, je repense à Comenius, 1658. Est-ce qu'on utilise des animations? Est-ce que c'est efficace, les animations? Est-ce que c'est pas juste une perte de temps en termes de développement?
Quelle police de caractère j'utilise à l'écran? Est-ce que ce sont les mêmes que sur le papier? Quelle taille de ligne, etc. Est-ce qu'il y en a qui sont plus efficaces que d'autres? Est-ce que les titres et les résumés sont efficaces en apprentissage numérique? Est-ce qu'on n'a pas tendance un peu à les oublier? Voilà. Alors vous voyez que sur une simple page, bon, je peux continuer, hein, il y a les définitions. Est-ce que je mets des définitions? Est-ce que je les mets en glossaire où personne n'ira les voir? Ou est-ce que je les mets sur la page? J'aurais pu continuer comme ça longtemps, hein. Là j'ai juste entouré, c'est peut-être si c'est visible en haut, tout ce qui est lié aux outils de navigation. Alors là on tombe dans le domaine de ce qu'on appelle l'utilisabilité du système, c'est-à-dire sa facilité d'utilisation, indépendamment du contenu pédagogique. Voilà, vous voyez que sur une... après il y a les icônes, etc. Sur une simple page comme celle-ci, on a énormément de questions à se poser en tant que concepteur, et les choix qu'on va faire vont avoir une influence importante sur la qualité de l'apprentissage. C'est ce que je vais essayer de vous montrer dans le reste de l'intervention. Alors un petit détour par le fonctionnement de la mémoire. Sans entrer dans les détails, parce qu'évidemment j'ai quelques minutes, on sait que quand on est en situation d'apprentissage, on va mobiliser 3 grands types de mémoire. Le premier grand type de mémoire, ce qu'on appelle les mémoires sensorielles, sont des mémoires où l'information transite uniquement quelques centaines de millisecondes, notamment dans le cas des apprentissages, des mémoires visuelles, des mémoires auditives. Donc c'est une sorte de salle d'attente, mais de très très courte durée, que vous êtes en train d'utiliser en ce moment, par exemple, pour traiter ma voix ou l'écran, le temps de recopier sur une feuille, pour ceux qui prennent des notes, etc. Donc des mémoires de très très courte durée. La seconde mémoire, qui est en fait un véritable goulet d'étranglement, ce qu'on appelle la mémoire de travail, si vous voulez, c'est la mémoire, en fait, qui a une capacité très limitée et on oublie l'information. À partir de quelques dizaines de secondes, on perd l'information dans cette mémoire. C'est la mémoire des clés oubliées. L'idée de prendre vos clés, vous ne savez plus, vous les avez déposées. C'est la mémoire, par exemple, qui pose des problèmes lors du vieillissement, lors de certaines pathologies. On oublie ce qu'on a fait quelques secondes ou quelques minutes plus tard. Alors, juste une précision quand même, l'oubli dans cette mémoire est normal. Il ne faut pas s'inquiéter de l'oubli. C'est normal d'oublier de l'information. En fait, il y a un déclin normal de toute information dans cette mémoire. En quelques secondes, la trace en mémoire disparaît, c'est quelque chose qui est normal. Sauf que dans le cas des apprentissages, on essaie de faire passer l'information dans une autre mémoire qui, elle, peut garder les informations beaucoup plus longtemps, qu'on appelle la mémoire à long terme. Qui, elle, inversement, ne voit que très peu ses capacités évoluer avec l'âge. En tout cas, il n'y a pas de détérioration de cette mémoire avec l'âge, au contraire. Donc ça, c'est les 3 grands types de mémoire. Évidemment, ce qu'on va essayer de faire, c'est de faire passer les informations en mémoire de travail. Je ne vais pas avoir le temps de vous faire la démonstration, mais il y a en fait un certain nombre de difficultés qui apparaissent lors de l'apprentissage. Première difficulté, elle est liée à ce qu'on appelle la sélection de l'information. Pour pouvoir faire entrer une information en mémoire de travail, il faut l'avoir traitée, c'est-à-dire il faut l'avoir vue ou entendue. Je vous donnerai des exemples tout à l'heure qui vous montrera qu'en fait, contrairement à ce qu'on pense, on peut très facilement rater une information dans un document multimédia. Et puis paradoxalement, on verra aussi que de manière non consciente, on traite beaucoup d'informations de notre environnement qui vont interférer. Un exemple classique, c'est ce qu'on appelle le cocktail party effect. Quand vous êtes dans un cocktail, donc vous avez l'impression de ne pas écouter les gens qui sont autour de vous, et quand vous entendez votre nom prononcé ou un mot qui fait tilt, vous vous rendez compte que vous retournez vers les gens, et donc ça veut dire que depuis le début de la discussion, vous avez traité non seulement les gens avec qui vous étiez, mais aussi tous les autres. Donc ça, c'est traité en mémoire de travail. Donc il y a plein de choses qui sont inconscientes. Vous voyez que tout ça, c'est sous le joug de l'attention, ce qu'on appelle faire attention. C'est aussi orienter son attention vers les bonnes informations au bon moment. Et ça, c'est un premier problème pour les apprenants, c'est-à-dire contrairement à ce qu'on pense, ils ne vont pas nécessairement garder au bon moment et au bon endroit. Ensuite, lorsque l'information est entrée en mémoire de travail, eh bien, il va falloir faire tout un certain nombre de traitements qui vont nous faire passer, par exemple, de tâches sur du papier, l'écriture, jusqu'à des lettres, des mots, du sens. Donc ça pose aussi un certain nombre de problèmes à certains élèves. On sait que, par exemple, quand on conçoit des modules, parfois on va s'adresser à des personnes dont on dit qu'elles sont faiblement lettrées, qui ont des difficultés de lecture. Donc tout ça, évidemment, sont des difficultés à prendre en compte. Ce n'est pas les seuls. Le but d'un apprentissage, c'est d'arriver à organiser l'information. C'est-à-dire, si je suis en train d'apprendre une procédure professionnelle, non seulement je dois mémoriser l'information, mais leur ordre. Parce que sinon, je ne vais pas réaliser correctement le geste professionnel.
Ça veut donc dire que si ma représentation en mémoire est de mauvaise qualité, le geste le sera aussi, en tout cas la procédure. Donc je dois faire en sorte d'essayer, quand je conçois, de faciliter ce travail d'organisation en mémoire. Pour que, évidemment, la connaissance soit stockée en mémoire à long terme. Dernier processus que doit réaliser un apprenant, qui est aussi parfois très compliqué, c'est d'essayer d'intégrer ce qu'il est en train d'apprendre avec ses connaissances antérieures, puisqu'évidemment, à chaque fois qu'on rentre dans un module de e-learning, il y a souvent un lien avec des modules précédents, c'est-à-dire on doit faire des liens constants avec ce qu'on a appris précédemment, mais on doit être capable aussi de faire ce qu'on appelle des liens référentiels entre les connaissances. C'est pour ça que dans un certain nombre de modules e-learning, on fait ce qu'on appelle du pré-training, c'est-à-dire qu'on rappelle les connaissances du précédent module à travers un quiz ou à travers une diapositive simplement, mais pour essayer de faire en sorte de réactiver les connaissances en mémoire à long terme pour justement faciliter en mémoire de travail le lien entre les nouvelles connaissances et les anciennes. Tous ces processus-là sont des processus dont on dit pardon, qui sont de haut niveau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, qu'ils vont être sous le joug cette fois d'un certain nombre de concepts qu'il est important de rappeler. On sait que puisque derrière ça, il y a la notion d'effort, hein, intégrer des informations, organiser une information, c'est très dépendant de la motivation et des différentes formes de motivation. C'est très dépendant des affects. Alors, derrière les affects, ici sans rentrer dans les détails, il faut voir tout ce qui est lié aux émotions, par exemple. Et puis enfin, tout ce qui est lié à la métacognition, sans rentrer dans les détails, c'est tout ce qui est lié aux stratégies d'apprentissage. Est-ce que je suis conscient, par exemple, là, que je n'ai acquis que peu de connaissances dans le module? Si je ne suis pas conscient de cette difficulté, eh bien, il n'y a aucune raison que je révise le module. Est-ce que, par exemple, ici, un quiz qui va me donner un feedback sur mon propre niveau de connaissance ne va pas m'aider, justement, à avoir une meilleure estimation de mes performances pour que je retourne en arrière et que je révise? C'est un certain nombre de choses comme ça qu'il est important de connaître. Alors, pour vous montrer comment ça marche en temps réel, je vais faire un tout petit détour technologique, mais vous allez voir, c'est pas si techno que ça finalement. Je vais vous montrer un exemple d'eye tracking. Alors, l'eye tracking, c'est une technique qui permet d'enregistrer le déplacement des yeux à l'écran, donc le regard des apprenants. Donc, comme vous le savez, en fait, alors ça c'est un eye tracker, c'est un écran presque normal. Comme vous le savez, quand on traite des informations, ça c'est deux autres modèles, mais je vais aller vite. Quand on traite une information, les yeux bougent. Là, la personne est en train de lire. Eh bien, le principe de cet appareil, c'est de pouvoir calculer en temps réel la position des yeux à l'écran. Alors, ça va donner quoi? Je vais agrandir ici, voilà. Donc ça, c'est un étudiant qui lit en temps réel un document pédagogique. Le point bleu que vous avez à l'écran, c'est son regard. Donc là, il est en train de lire les mots. Donc à peu près toutes les 200 millisecondes, on va traiter un nouveau mot. Alors ici, voilà. Donc là, vous avez réalisé tous les traitements dont j'ai parlé. Vous voyez, extrême rapidité, hein, 5 mots par minute. Je reconnais les lettres, le sens des mots, j'active en mémoire de travail, je commence à organiser le sens de la phrase. On voit que parfois il y a des stratégies de retour en arrière. Là, un document illustré, vous voyez la stratégie qui est de dire que les titres dans un premier temps, puis de s'intéresser ensuite au contenu. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais peut-être aller un tout petit peu en avant pour vous montrer un exemple qui me paraît intéressant pour répondre à la question qui m'a été posée. Regardez celui-ci. L'étudiant lit les informations clairement de gauche à droite, vous allez voir quand il va passer, en respectant absolument pas les chiffres qui lui sont donnés, alors que c'est un processus. C'est un processus de traitement d'informations dans le cerveau où l'ordre est important. Vous voyez ici la manière dont est conçu le document, comment il va induire une stratégie de lecture chez l'étudiant, qui va s'avérer ici complexe à traiter pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est en train de lire les informations dans le désordre alors qu'il doit les apprendre dans l'ordre. Et pour autant, l'intégration du texte dans l'image, ce n'est pas une mauvaise solution d'un point de vue ergonomique. Et c'est simplement qu'ici, on a fait en sorte d'induire une stratégie de lecture gauche-droite, c'est celle qu'on apprend aux gens depuis le CP, qui va poser des problèmes particuliers au moment de la construction de la représentation en mémoire. Alors quand, en plus, eh bien, on va passer sur des modules complexes de type module enrichi, alors là, on voit l'étudiant qui fait quand même très sérieusement le travail. Alors, il faut imaginer qu'il entend la voix, l'enseignant, là. C'est un étudiant qui se concentre exclusivement sur le contenu pédagogique, celui-ci. Et j'ai plein d'autres exemples que j'aurais pu vous montrer, où les gens regardent la barre en bas qui bouge,
on appelle ça la mouche qui vole, c'est le même principe, hein. Ou qui passe son temps à regarder l'agent pédagogique plutôt que le contenu, etc. Vous voyez, la manière dont on conçoit va évidemment pousser les apprenants à traiter plus ou moins certaines informations. Si on essaie de synthétiser un peu ce que je viens de dire, on voit bien que apprendre, ça implique des activités cognitives qui sont multiples, des sources d'informations qui sont elles-mêmes multiples, dans tout ce qui est documents enrichis, par exemple. On a bien vu le système de traitement est à capacité limitée. On peut faire une analogie très facile avec la RAM de l'ordinateur, la mémoire de travail, c'est vraiment la mémoire vive de l'ordinateur. La surcharge cognitive, alors il ne faut pas voir comme une surcharge dans un temps très long, mais à un moment donné, je peux placer l'apprenant en situation de surcharge, que l'on sait, encore une fois en faisant vite, c'est que c'est particulièrement le cas lorsque la tâche d'apprentissage est complexe, lorsque l'utilisateur, on devrait dire l'apprenant dans ce cas précis, est novice, et puis, et c'est là où on rejoint la question qui m'a été posée, lorsque le format de présentation est peu optimisé ou est inadapté. C'est ce qu'on appelle la charge cognitive. Alors, sans rentrer dans les détails de cette théorie, je vais l'illustrer à travers un exemple, ce qu'on appelle la charge cognitive. C'est les travaux d'un Australien qui s'appelle John Sculler, qui a passé toute sa carrière autour de sa théorie de la charge cognitive. Donc, lui s'intéresse qu'à l'apprentissage à partir de ressources. Au début de sa carrière, elles n'étaient pas numériques, maintenant elles le sont. Et lui, ce qu'il dit en fait simplement, c'est qu'il y a, quand on apprend, il y a 3 sources de charge cognitive, c'est-à-dire 3 sources de difficultés potentielles sur l'effort qu'on va devoir faire pour apprendre. La première source de charge cognitive, c'est ce qu'il appelle la charge intrinsèque. C'est en fait celle qui est intrinsèque à la tâche et liée à la difficulté de la tâche. Par exemple, je peux avoir un concept mathématique ou en géométrie difficile à faire passer, ça en tant que concepteur du module, à la limite, j'y peux rien. Très vite, d'ailleurs, l'équipe de John Sculler a montré qu'on pouvait faciliter la résolution de ce type d'exercice en travaillant dans les modules, ou à l'époque, ce n'était pas des modules d'ailleurs, en travaillant par type d'exemples résolus. C'est-à-dire quand on donne aux élèves des exemples avec leurs solutions, ils sont plus efficaces que s'ils n'ont fait que résoudre. Sauf qu'en fait, ils ont très vite remarqué une difficulté potentielle, c'est que pour traiter ce type d'exercice résolu, les élèves devaient faire constamment des allers-retours entre les 2 sources. Pour lui, ce type d'effort, c'est ce qu'il appelle la charge inutile, qui est liée à la manière dont on a présenté l'information. Ce qu'ils ont montré très rapidement, c'est qu'en fait, il était plus efficace, et là c'est déjà de l'ergonomie des documents, il était plus efficace, je suis désolé, c'est assez peu lisible, d'intégrer les solutions dans le problème, pour éviter des allers-retours. Donc vous voyez, on est là sur une méthode dont il a été prouvé dans une bonne quinzaine d'études qu'elle était efficace. C'est-à-dire, on facilite l'apprentissage, on facilite d'ailleurs la satisfaction des élèves, etc. Sauf que, très vite dans leurs études, ils ont constaté une autre difficulté, c'est qu'un élève voyant ce type d'exercice résolu, il a un réflexe immédiat qui est de dire « celui-ci il est fait, je passe au suivant ». C'est ce qu'il appelle la charge utile, qui est normalement liée aux efforts d'apprentissage, et que dans un certain cas, on va oublier de provoquer. Alors, on voit bien que cette charge utile, ces efforts d'apprentissage, ils sont liés à la motivation, au fait que l'individu perçoive qu'il a bien ses efforts à faire, etc. Mais sauf que dans un certain nombre de cas, quand on a une tâche difficile, qu'on a mal conçu le document, eh bien les ressources de la mémoire de travail ne sont plus disponibles pour faire ces efforts d'apprentissage. Et dans un certain nombre de cas, la manière dont on va concevoir le module ou le document, eh bien, va amener l'élève à être dans une situation de quasi-impossibilité de réaliser ses efforts d'apprentissage. Et c'est ça qui est important, il faut être conscient, c'est-à-dire que le but de ces travaux-là, c'est justement d'essayer de faire en sorte de réduire cette charge inutile pour qu'il y ait un maximum de ressources disponibles pour apprendre. Je n'ai pas regardé l'heure du tout, donc je ne sais pas où j'en suis dans le timing. J'ai encore un peu de temps. Ouais. Alors je vais essayer de citer quelques exemples maintenant pour vous montrer l'influence que peuvent avoir les choix de conception sur l'efficacité pédagogique. Alors quelques exemples, je suis allé voir dans la littérature scientifique, j'ai pris un premier exemple qui est celui des agents pédagogiques qui sont très à la mode en ce moment. Donc
donc je vais remontrer, alors ça certains d'entre vous connaissent peut-être, hein, ça c'est dans les modules outils particulettes, hein, c'est Character Builder, celui-ci, peu importe, il y en a beaucoup d'autres. Alors le travail de chercheur, c'est d'aller voir justement, enfin d'aller tester l'efficacité, ici par exemple, de la présence d'un agent. Alors comment faire ça? Eh bien, on utilise nous dans le domaine des méthodes dites expérimentales, les mêmes qu'en médecine quand on fait un groupe contrôle et un groupe qui a la vraie molécule, hein, les groupes placebo. C'est-à-dire qu'ici, si on a envie de savoir si un agent pédagogique est efficace, eh bien on va proposer à un groupe d'étudiants le module sans l'agent, simplement avec la voix, et puis à un autre groupe d'étudiants, le même module exactement, mais on a ajouté l'agent pédagogique. Et donc de cette manière, quand le groupe d'étudiants est évalué en termes d'apprentissage, de motivation, d'intérêt, on est capable de dire scientifiquement, entre guillemets, que voilà, ça marche, ça marche. Alors sur les agents, justement, vous allez voir que rien n'est simple. Donc ça, c'est le nom des chercheurs. Ils ont trouvé 15 études où le même contenu a été comparé avec sans agent pédagogique. Sur les 15 études, pour la quasi-totalité, il n'y a pas d'effet de l'agent pédagogique avéré. Ça veut dire que dans le meilleur des cas, on a perdu du temps à développer des agents. Alors est-ce qu'il faut en conclure que les agents, ça ne sert à rien? Bien non, parce que, alors, parfois les agents, ça peut avoir un effet négatif. Pourquoi? Parce que dans un certain nombre de cas, si l'agent, notamment dans ce type de module, l'agent ici n'est qu'un articulateur, entre guillemets, il vient juste accompagner le discours et c'est la seule chose qu'il fait. Dans ces cas-là, il peut juste être une source interférente en termes d'attention. L'élève regarde l'agent plutôt que le contenu pédagogique. C'est ce qu'a montré cette étude. Pour autant, et pour rassurer un peu tout le monde, notamment ceux qui utilisent des agents, il y a des effets positifs sur l'apprentissage, qui ont été montrés dans 5 études, et dans le 4, des effets positifs sur la motivation. Mais vous voyez, il n'y a rien. Alors, je sais que ça ne fait pas 15, hein, mais c'est normal. Il y a des études qui montrent des effets sur l'apprentissage et sur la motivation, par exemple. Ce qui veut donc dire que les effets des agents pédagogiques ne sont pas clairement avérés dans la littérature scientifique. Hein. Il faut être conscient de ça. Parfois, on peut, alors soit pas avoir d'effet sur l'apprenant, soit parfois, en fonction de certains choix, avoir des effets négatifs. Alors les études plus récentes là, sur les agents pédagogiques, elles pointent un certain nombre de choses qui n'étaient pas nécessairement présentes dans les premières études. Ce qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est le rôle de l'agent. Si on lui donne un simple rôle, j'ai appelé ça tout à l'heure l'articulateur, la personne qui est juste là pour donner le discours, ça a peu de sens, et c'est pas étonnant que ça fonctionne pas si bien que ça. Si maintenant l'agent a un rôle précis, un rôle de guide, c'est le cas notamment dans un certain nombre de jeux sérieux, etc., là on va retomber sur des effets positifs. Il faut savoir aussi que dans ce qui a été beaucoup mis en termes d'hypothèses sur les agents pédagogiques, c'est un rôle de présence sociale. C'est-à-dire, on sait qu'une des causes d'échec en formation à distance, c'est aussi le sentiment d'être seul dans la formation. Et un certain nombre de travaux ont travaillé sur l'agent pédagogique, justement, comme pouvant renforcer la présence sociale. La question qu'il faut se poser, c'est est-ce que la voix, parfois, n'est pas suffisante, et est-ce que l'agent n'est pas qu'un artefact inutile pour ça? Il y a des travaux assez récents aussi sur l'effet d'attractivité lié à l'agent. On sait que dans un certain nombre de cas, il y a des travaux qui ont montré que dès lors qu'on utilise des robots, des agents pédagogiques, on a tendance à vouloir les faire ressembler à l'humain. Et il y a des travaux qui ont montré que du coup on ne voit plus que les défauts de ces agents, plutôt que leur caractère humain. C'est toute une littérature qui s'appelle la vallée de l'étrange. Et c'est encore plus vrai sur des robots, hein, qu'on voit de plus en plus, mais il y a des travaux dans ce domaine-là. Donc il y a des effets d'attractivité de l'agent qui ont été mis en évidence. Il y a aussi des effets assez intéressants sur la crédibilité, la manière dont il est habillé, par exemple, des choses comme ça qui sont assez intéressants. Alors, il y a déjà des effets montrés sur l'humain, hein, c'est-à-dire la fonction dont la manière dont on s'habille, ou le fait de porter des lunettes, etc., ça donne plus ou moins de crédibilité. Mais ces effets sont aussi montrés sur les agents. Voilà, donc, autre exemple. Jean-François, tu m'interromps quand j'ai plus le droit de parler, hein. Sinon je peux te mettre 4 heures. Un effet sur l'attention, justement, pour revenir à ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'importance de l'attention dans le design de module. Je vais essayer de vous montrer comment fonctionne l'attention. Et à la demande de Sylvain qui est dans la salle, certains d'entre vous connaissent le jeu pour les autres. Pour les autres, je vais vous demander, en fait, donc c'est un jeu de passe à 10. Il y a 2 groupes d'étudiants, il y a les blancs et les noirs. Ce que je vous demande, c'est de me dire, il y a 2 ballons, hein, combien l'équipe blanche a fait de passes. Donc je vais passer la vidéo, vous comptez les passes,
et à la fin, j'interroge au hasard dans la salle pour savoir combien il y a eu de passes dans la vidéo. Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissaient pas, parce que c'est vrai que quelques-uns d'entre vous la connaissent, celle-ci, combien il y avait de passes? 13, 15, en fait je me moque totalement du nombre de passes. Ah, c'est le moment que je préfère, c'est est-ce que vous avez vu le gorille? Pour ceux qui ont compté. Alors là on me regarde en général, on me dit qu'est-ce qu'il dit? Alors, voilà, pour ceux qui ont joué le jeu, regardez à nouveau la vidéo sans compter les passes. Alors, donc il y a bien un gorille qui a traversé la scène, hein, c'est pas une vidéo truquée, c'est ce qu'on appelle la cécité inattentionnelle. Ça porte bien son nom, c'est l'idée qu'en fait, vous voyez bien clairement ici, c'est pas parce que quelque chose est à l'écran qu'on le voit. Et on peut très facilement passer à côté d'une information. Pourquoi? Parce que votre attention est focalisée sur un autre élément, qui est ici le ballon. Donc, voilà, c'est entre nous, hein, c'est parce que Sylvain l'appelle le gorille, hein, c'est pour ça que je faisais une petite référence pour ceux qui avaient oublié. À chaque intervention, hein, tu auras droit, maintenant dès que tu seras dans la salle. Donc, il a eu juste eu le malheur une fois de passer devant l'amphi où j'intervenais, juste après le gorille. Et maintenant, systématiquement, il a le droit. Alors, on peut en faire quoi de ça? Ça montre clairement qu'ici, l'attention n'est pas forcément focalisée au bon endroit, au bon moment. Alors ici, le gorille n'est pas une source pédagogique pertinente, mais on peut très bien imaginer que les mêmes choses se produisent lorsque vous avez par exemple une animation, un jeu sérieux, etc., où vous pensez que l'apprenant regarde au bon endroit, et lui il est à quelques centimètres, et c'est suffisant, vous l'avez vu, hein, vous avez suivi le ballon, c'est à quelques centimètres, pour ne rien voir du tout. Alors pour ça, en fait, il y a des solutions, c'est-à-dire ici, on va essayer de capturer l'attention de l'apprenant au bon endroit, au bon moment. On sait, par exemple, que dans toutes les espèces, le mouvement, ça capture l'attention. C'est un réflexe de survie, notamment en vision périphérique. Le fait de faire apparaître quelque chose à l'écran, ça capture l'attention. Je vais juste vous montrer comment on peut utiliser ça dans les modules. Alors, même chose, hein, le petit point rouge à l'écran. Ça, c'est un module classique de Rapid e-learning. Ici, il y a la voix, que vous n'entendez pas. Mais vous voyez, très vite, là, il y a un petit... Voilà, quand il y a un carré qui apparaît, à quel point cela capture l'attention. Ici, c'est le regard en temps réel. Alors là, il n'y a rien à l'écran, on voit d'ailleurs... Voilà, tout de suite, l'élève va suivre ces captures attentionnelles. Alors, dans un certain nombre d'études qu'on a réalisées au laboratoire, on a justement montré que quand on utilisait la présentation séquentielle, comme j'utilise depuis le début de mon intervention, morceau par morceau, des changements de couleurs, des choses comme ça, on arrive très vite à capturer l'attention au bon moment. En fait, il est probable que l'élève trouve l'élément du schéma que vous êtes en train d'évoquer, mais il peut prendre pour ça quelques secondes. C'est suffisant pour que le discours soit rendu quelques phrases plus loin. Donc une sorte de traitement complètement asynchrone de ce qui est à l'écran et ce qui est entendu, ce qui pose un certain nombre de difficultés. Donc en faisant ça, on réduit la charge cognitive inutile. Bon, de la même manière, encore une fois, quelques exemples très rapides. Est-ce qu'on duplique l'oral et l'écrit dans les modules? C'est vrai qu'on a de plus en plus de modules sonorisés. Est-ce que c'est intéressant? Une étude, justement, où on a comparé ça, alors là, c'est un cours de psycho, hein, où on a comparé un modèle de la mémoire présenté soit uniquement voix plus schéma, la même chose présentée avec le texte complet, comme on le voit parfois. Eh bien, ce qu'on observe ici, c'est un effet négatif de la présence de l'écrit. Effet qui est assez contre-intuitif, parce qu'on pense qu'on va aider les apprenants en ajoutant l'écrit, en leur donnant finalement le meilleur des deux mondes entre l'écrit et l'oral. Eh bien, ce que montrent les études, c'est notamment quand il y a un schéma à côté, il ne faut surtout pas mettre d'écrit. Pourquoi? Parce que systématiquement, les apprenants vont aller le lire et se désintéressent complètement de l'illustration. En revanche, dans les travaux récents, on a montré qu'on pouvait dupliquer oral et écrit, notamment pour accompagner les consignes d'agents pédagogiques. Ça marche bien, c'est-à-dire quand ça ne rentre pas en concurrence avec une autre source visuelle.
Bon, quelques exemples aussi sur les animations multimédia. Tant que tu dis rien, je continue. Hein. Ouais. J'arrête sur celle-ci. Très bien. Bon, alors, voilà, juste celle-ci, parce qu'elle est assez. Enfin, elle permet d'illustrer un certain nombre de choses aussi. Même chose sur les animations multimédia qui ont été très à la mode à un moment. En gros, on voyait dans toutes les encyclopédies arriver des animations multimédia. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est plus efficace d'utiliser une illustration statique, une illustration de type, enfin, multi-illustration, ou des animations multimédia. Oui, on la voit un peu bouger. Il y a eu un certain nombre d'études qui ont montré que les résultats, encore une fois, sont très mitigés. Pour le dire simplement, les animations multimédia ont été surutilisées pendant une dizaine d'années, c'est-à-dire que c'était une véritable course animation. Une encyclopédie en mettait 300, donc le concurrent en mettait 500. Il y a même des sites qui vendent des animations multimédia. Alors ça ne veut pas dire pour autant que les animations ne sont pas efficaces, mais dans un certain nombre de cas, par exemple, dans la revue de questions, on appelle ça la revue de questions de Bertrand Kowalski, ils ont montré qu'il y avait uniquement 6 études sur 12, enfin dans 6 études sur 12, il n'y avait pas d'effet d'animation, alors que c'est beaucoup plus compliqué à développer. Par contre, les animations étaient efficaces dans les 6 autres. Donc ça veut dire que pour la moitié des études, il n'y avait pas d'effet, alors que ça a un coût de développement beaucoup plus fort. Ce qui a été montré, en fait, c'est qu'il y a des difficultés inhérentes au traitement des animations, notamment le fait que eh bien, c'est une information qui est extrêmement labile, ça va vite, il y a beaucoup de concurrence, tout bouge, et dans un certain nombre de cas, ça va justement trop vite, et là je vais faire une petite parenthèse, parce que je n'aurai pas le temps de parler des vidéos pédagogiques, mais que souvent, on fait des animations trop longues, on y introduit des possibilités de pause, mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas parce qu'on met des boutons pause que les apprenants vont les utiliser. On vient d'ailleurs de terminer une étude avec un des doctorants, il faut que j'en parle, il va être trop fier, qui est dans la salle, donc, où justement on montre que le fait de donner des pauses, c'est pas du tout suffisant. Les gens, non seulement ne les utilisent pas, et puis ceux qui les utilisent n'arrêtent pas la vidéo forcément au bon moment. Donc il faut introduire de la segmentation dans les documents. Et à cette condition, plus une autre importante, on peut obtenir des effets positifs. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez en gris, c'est le matériel d'un autre doctorant. En fait, c'est ce matériel-là que vous avez à droite de l'écran. Eh bien, il a montré très clairement que le fait d'utiliser des animations, c'était positif. Alors pourquoi c'était positif dans son cas et pas forcément dans les autres? Parce qu'on est bien sur un flux dynamique d'informations. Quand on explique le moteur à explosion, on est sur un contenu pédagogique où le fait d'animer est pertinent. C'est-à-dire, on ne s'amuse pas à animer parce qu'on maîtrise Flash, on s'amuse à animer ici, on s'amuse en tout cas en anime, parce que le contenu lui-même à transmettre est dynamique, et on se débrouille pour que les avantages du dynamique apparaissent dans ce contenu, mais aussi pour éviter les inconvénients. Les inconvénients du dynamique, je vous dis, ça va vite, les gens ne savent pas quand arrêter, les gens ne savent pas quand les informations importantes sont là. Et bien dans ces cas-là, on fait quoi? On ajoute en fait des illustrations statiques ou un PDF qui va permettre de récupérer une information statique qu'on aura le temps de traiter après coup. Voilà. Bon, je vais m'arrêter là. Juste, oui, c'est pas grave. Juste pour dire que parfois c'est négatif aussi. Je voulais terminer sur une note positive. D'accord. Merci beaucoup Eric pour tous ces éléments. Alors, on a bien compris que finalement, il y a une certaine forme de concurrence entre les choix que l'on fait en matière d'image et l'impact que ça peut avoir au niveau pédagogique. Alors, Christian, en tant que designer pédagogique pour Coveo, peut-être une première réaction par rapport à l'ensemble de ces éléments de pouvoir, et puis peut-être quelques illustrations sur la manière dont vous abordez cette concurrence entre pédagogique, artistique, multimédia. Alors, première réaction, tu parlais de concurrence, il y a dans tout ce qui a été dit, il manque l'attente client et les exigences clients qui font qu'on ne peut pas forcément faire aussi bien que ce qu'on voudrait. Donc voilà, sinon c'était très intéressant et ça fait partie des choses qu'il faut qu'on gère, avec lesquelles il faut qu'on bataille, à la fois au niveau du design, mais en termes de communication avec les pédagogues avec lesquels on travaille, et les techniciens sur les possibilités que la technique offre. Je vais démarrer peut-être mon ordinateur qui s'est mis en pause. En fait, toute cette phase de conception-là, enfin, la vraie difficulté, c'est que tout le monde arrive à travailler ensemble au même moment.
Et ce qu'on constate, que ce soit chez nous, que ce soit chez les compétiteurs, etc., c'est que souvent, en fait, le design arrive après la conception pédagogique. Et donc, on vient demander aux artistes, entre guillemets, et aux graphistes, de traiter ce que le storyboard ou le plan pédagogique a prévu de faire. Sans forcément suffisamment de communication, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce qui fait qu'on est dans des contraintes, au-delà des contraintes clients que j'évoquais tout à l'heure, qu'il y a des exigences, un coup il veut que ça ressemble à un sapin de Noël, un coup il veut que ça soit super minimaliste, etc. etc. On a beau batailler et expliquer quelles sont les tendances graphiques, en fonction de la cible, ce genre de choses-là, on est quand même coincé dans des cahiers des charges, et le fait en plus d'arriver comme ça un peu en dernière étape, en tout cas juste avant celle de l'intégrateur multimédia, fait qu'on se retrouve avec des contraintes. Alors à ça on peut rajouter l'utilisation d'outils auteurs qui apportent eux aussi un certain nombre de contraintes. Alors ils permettent d'industrialiser des travaux, etc. Mais ils offrent pas forcément toujours beaucoup de créativité, donc on a des carcans. Je vais démarrer, je vais essayer d'y arriver. En fait, je suis reparti d'une approche graphique d'un module qu'on avait fait en 2007, donc ça date déjà. Il y a plein de bonnes raisons à ça. On est dans un environnement graphique qui a des contraintes techniques d'outils utilisés à l'époque, mais on le retrouve encore beaucoup, hein, le sommaire à gauche, les boutons glossaires, impression, etc. Et puis le fameux cliquer sur suivant pour continuer. Donc voilà. Et malgré ces contraintes-là, on a réussi à faire en fait quelque chose d'assez sympa parce que justement la pédagogie s'inscrivait dans une approche de storytelling. On est sur un sujet qui n'est pas du tout sexy, qui est l'épargne financière, en tout cas les fondamentaux de l'épargne financière. Et l'idée de la pédagogue était effectivement dans une approche de storytelling d'embarquer l'apprenant et de l'emmener dans une histoire, de décontextualiser complètement, avec des retours métiers évidemment chaque fois que nécessaire. Donc on est sur une pédagogie un peu plus créative que... parce que j'ai beaucoup aimé tout ce que vous avez dit, il n'y a rien à redire. Par contre, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'appliquent aux traits descendants, donc à l'apport de connaissances, mais sur l'apport de savoir-faire, déjà il faut un peu d'entraînement. Et puis, on en parlera tout à l'heure, l'apport de savoir-être, on n'est plus non plus dans les mêmes problématiques d'ergonomie, je pense. Donc là, en tout cas, il fallait que les gens, effectivement, absorbent un certain nombre de connaissances, et puis puissent s'entraîner, etc. Donc, compte tenu du sujet qui n'est pas super sympa, on est parti on a raconté une histoire, en partant du principe pédagogique que c'est l'histoire qui allait faire que l'apprenant allait... s'engager un peu plus et que le simple fait de cliquer sur suivant ne l'empêcherait pas. Alors, ce qu'on peut peut-être faire juste pour voir ce que ça donne dans la vraie vie, c'est swapper rapidement sur le module. Je change le truc. Un petit problème. Et donc on a une approche bande dessinée hein, sur le coup, puisqu'on raconte une histoire. Alors avec le son, ce serait mieux peut-être. Et on retrouve donc des individus où l'apprenant peut s'identifier, puisqu'il y a le chef d'agence et puis les conseillers clientèle. La perspective s'ouvre pour le monde bancaire. La chasse au trésor est ouverte. Qui seront les plus rapides? Donc on pose le départ. On est quand même dans des modules où il n'y a pas besoin de mode d'emploi au départ. Hein. On peut zapper tout ça. Pour mettre à jour les secrets des filles. Sophie, pourriez-vous s'il vous plaît appeler Nathalie et Pierre? Vous évoquiez tout à l'heure la problématique de écriture et écoute en même temps. On n'était pas sûr, donc on peut enlever les bulles, mais là il a fallu produire le double parce qu'on n'était pas sûr que tous les postes seraient équipés d'une carte son. Là on est sur du texte qui est identique à la voix, parce que dans cette problématique-là de texte et d'écoute en même temps, si le texte est en plus différent de ce que la voix off raconte, là je pense qu'on est effectivement en surcharge et que ça devient compliqué. Dans ce cas précis, c'est positif.
C'est chouette. Je vous remercie d'avoir répondu à mon appel aussi vite. Je voulais vous voir pour vous confier une mission de la plus haute importance. Voilà, et puis on va démarrer l'histoire, et puis après on va rentrer réellement dans les activités pédagogiques. Et faute d'agents, on va accélérer. À l'issue de cette expédition, L'objectif pédagogique, etc., on va accélérer un petit peu. nous y sommes. Cherchons l'entrée. On n'a pas mis d'agent en place, mais on a quand même un référent sachant qui va accompagner l'apprenant. Et donc, en l'occurrence, c'est un chat, avec un petit peu d'humour, etc. Du secret des filles. Mais qui êtes-vous? Je suis le protecteur de cette pyramide. Laissez-moi donc vous guider. Voici le plan de la pyramide. Nous allons tout d'abord pénétrer dans la salle des Et hiéroglyphes. donc, tout déroulé pédagogique, avec où est-ce qu'on va se retrouver, ce qu'on va y apprendre, pour arriver jusqu'à la salle finale qui va nous permettre de faire les dernières évaluations. Vous Donc, serez suffisamment armés pour pénétrer dans la salle du trône où vous là, en tant que graphiste, l'écriture pédagogique étant plutôt bien faite, avec des histoires à raconter, etc., ça a plutôt été plutôt sympa. Et du coup, avec des résultats assez probants. C'est pour un grand groupe bancaire français. En français, c'est en 2007, et 2 ans après, en fait, des copies d'écran de ce module-là étaient dans les cahiers des charges des nouveaux appels d'offres, parce qu'on leur a fait monter le niveau d'exigence graphique. Donc, on était plutôt fiers de tout ça. Bon, depuis, ça a évolué. La bande dessinée a moins de succès qu'à cette époque-là, donc il a fallu s'adapter. Et je voulais partir de ça pour aller vers la suite de la conférence, et plutôt la fin, parce qu'on se pose des vraies interrogations en termes d'ergonomie et par rapport aux nouveaux usages et aux tablettes. Entre-temps, si je retrouve mon truc, entre-temps, sur ces bases-là, où est-ce que, par où on est passé, le bouton Play, Next, Previous fait partie des exigences encore au jour d'aujourd'hui. Alors, dans certains cas, on arrive à imposer de la pédagogie où en fait c'est le son qui va contrôler et ça s'enchaîne tout seul, mais dans la majorité des cas, la très grande majorité des cas, les donneurs d'ordre veulent avoir ces outils de contrôle sur les modules. Donc, il faut les intégrer dans nos players. Alors, soit là, on est sur des players maison où on n'a pas les contraintes, justement, typiquement à l'inverse de l'écran d'avant, on n'a pas les contraintes d'un langage auteur, donc on peut faire ce qu'on veut en termes de design. Et puis, la représentation de l'agent, puisqu'on va être en fait dans des modules où on interagit, on est sur des approches d'entretien, de vente, ce genre de choses-là. Et donc on a un agent ou un sachant, et on choisit un pseudo-avatar. C'est pas du serious game, c'est pas parce qu'on choisit un personnage que c'est du serious game, enfin certains prétendent ça, mais en l'occurrence nous non. Donc voilà, et on va retrouver, c'est une exigence assez classique de retrouver l'accès à la home page, enfin en tout cas au démarrage, à minima au sommaire, l'accès aux ressources pédagogiques qui ne nécessitent ni des schémas animés, ni quoi que ce soit, qui sont des apports de connaissances complémentaires, et ça ne sert à rien de tout scénariser, de tout mettre en œuvre à l'écran. On peut demander aussi à quelqu'un qui fait du e-learning de faire un peu de travail personnel et de faire de la lecture PDF commentée. Donc voilà, sur ces types d'écrans, sachant que là on est sur un projet qui est pour la Tunisie, donc il a fallu adapter aussi la culture locale en termes de couleurs, en termes de les effets 3D, etc. C'est parce qu'ils sont friands de ça, hein, sur les boutons. C'est une exigence client qui travaille cette image. Son logo est rouge, donc à partir de là, toute l'interface doit traduire. Ça fait partie aussi des contraintes dont on n'a pas parlé tout à l'heure, mais on a aussi l'image du donneur d'ordre, sa charte graphique qu'il faut intégrer. Aujourd'hui, on travaille on est sur un projet là, présentement pour la Croix-Rouge internationale, qui a une charte graphique online avec des couleurs ultra fades, ultra neutres, mais ultra fades. Et avec ça,
faire une interface un peu peps qui donne envie d'appuyer sur les boutons, c'est super bien. On souffre un peu. On arrive à trouver quelque chose qui tienne un peu la route. Après, on a des gens qui sont très colorés en France, en l'occurrence le donneur d'ordre des Français. C'est un projet avec lequel on travaille avec Jean-François justement sur la partie pédagogique. Là, on est sur d'autres difficultés qui sont la dimension complètement internationale du donneur d'ordre. C'est un produit qui va être déployé sur tous les continents, dans 17 langues. Et donc tout ce qui est identification qui pourrait poser des problématiques sur la diversité culturelle, etc., on est obligé d'en sortir. D'où la présence là de l'animateur qui est ici, qui va présenter donc l'agent en quelque sorte, une fois de plus, sachant qu'on évite les agents qui ne sont que de simples articulateurs, mais voilà, c'est juste des guides qui vont indiquer à quel endroit je dois regarder sur l'écran, qu'est-ce que je dois lancer, qu'est-ce que je dois utiliser comme outil, etc. etc. Et donc là, on a complètement transformé en silhouette, comme ça on se dédouane complètement des problématiques de couleur de peau, de typologie, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on intègre, nous, assez facilement sur un plan graphique. Et là, en termes d'ergonomie, on est sur un module où justement, on n'a pas le déroulé est contrôlé par le son, pardon. Et donc on n'a pas besoin d'avoir des boutons play, etc. Par contre, il faut quand même avoir la possibilité de rejouer si on a été dérangé, qu'on ne peut plus l'entendre. Donc on a simplifié au maximum l'ergonomie avec trois boutons majeurs qui permettent de naviguer en fait, dans le module. En dessous du bouton accueil, on a l'accès au sommaire. Et sinon, on rejoue l'écran sur lequel on est en train de travailler. Et on peut afficher ou pas la voix off qui accompagne ce module. Donc là, on est sur des choses, et ça, on peut l'intégrer aujourd'hui dans des langages auteurs, comme Lectora ou d'autres, où on n'a plus le player appartenant au langage auteur dont on est dépendant. On fait ce qu'on veut en termes d'interface. Donc c'est des choses très simples, rapid learning, donc conçu rapidement, consommer rapidement. C'est des modules qui ne dépassent pas 10-15 minutes normalement. Et puis le sujet sur lequel qui lui nous ouvre plein de perspectives en termes d'ergonomie, c'est justement ces approches de serious game, de jeux sérieux, où on n'est plus du tout dans des logiques linéaires, on n'est plus du tout avec ces contraintes-là. Et par contre, il faut qu'on mette au contraire des mécaniques qui sont issues du jeu vidéo. Donc on a des approches plutôt arborescentes, c'est-à-dire que là on dit qu'on n'est pas linéaire, mais en réalité on est quand même dans un schéma de déroulement avec des embranchements, dans le scénario embranchement. Donc où on a l'interface est super simplifiée. Je peux vous montrer là aussi peut-être ce que ça donne rapidement. Donc là, on a privilégié accès rapide, comme dans un jeu, quoi. Je ne passe pas déjà 1 heure à comprendre comment ça marche. Je rentre dans le jeu. Je choisis un scénario de jeu, parce qu'il y a plusieurs cas clients qui sont étudiés dans le jeu. Donc on est dans de la simulation d'entretien. Je choisis le personnage que je veux incarner dans le jeu. Le niveau de difficulté. Les scénarios tiennent compte et sont paramétrés pour tenir compte de ça, notamment en termes de remédiation pédagogique, c'est-à-dire que l'idée, évidemment, que quand je me trompe, on m'explique pourquoi, etc. Expert, je veux game over direct. Si je me trompe, enfin, direct, façon de parler. Pas de téléchargement en cours, mais plutôt des banques d'idées, etc. Des informations pédagogiques qui sont diffusées en attendant que ça puisse démarrer. Et voilà, c'est à moi de jouer. Donc je suis rentré dans le jeu directement. J'ai un prochain client, je choisis. Est-ce que je coupe mon téléphone ou pas? Ça, on ne va pas jouer, on n'a pas le temps. J'accède aux différentes informations qui sont issues de mon système d'information de la banque. Je coupe mon téléphone. Des petites animations comme ça pour rester quand même plongé dans l'univers et pas être dans une approche trop quiz.
et puis on est prêt pour le rendez-vous. Donc on enchaîne les séquences de dialogue, des choix à faire, etc. Avec une progression, donc on essaye de ne pas être trop, comment vous avez appelé ça, la mouche qui vole. La mouche qui vole. Là on voit, elle ne vole pas, en l'occurrence ça c'est step by step. 3 jauges qui correspondent aux 3 objectifs pédagogiques opérationnels qu'on cherche à atteindre, confiance client, satisfaction client et atteindre des résultats commerciaux, entre guillemets. Donc, voilà. Des choses assez simples qui vont s'enchaîner comme ça, et si je me trompe, j'ai des messages comme quoi je me suis trompé, ça me remet dans le droit chemin ou pas, suivant le niveau des choses. Donc là, on est complètement simplifié, c'est-à-dire que j'ai pas de rejouer, j'ai pas 50 000 boutons, en fait, je suis dans le jeu, et chaque fois que je clique, en fait, je fais une action qui correspond au jeu. Alors, peut-être avant de continuer, Christian, justement, on connaît un peu on commence à connaître, à mesurer l'intérêt des serious games, justement, pour leur côté immersif. Qu'en est-il sur le plan ergonomique, là, parce que pour le coup, on a quand même beaucoup de distracteurs au niveau du contenu. Eric, le regard de l'ergonome sur ce type de module. Alors, il y a effectivement un certain nombre d'études qui ont été publiées, d'ailleurs assez récemment, sur le serious game. La première chose qui est montrée globalement, c'est qu'on a un effet, alors là pour le coup largement attesté, sur la motivation. C'est-à-dire ce qui est parfois dit à tort sur certains médias, là c'est vrai, il y a une dizaine d'études publiées, et je crois que c'est 6 ou 7 de mémoire, qui montrent un effet bénéfique sur la motivation. Alors là, ce sont des études où on a comparé les serious games à des supports plus classiques d'apprentissage. La seule difficulté, et ça a déjà été souligné, c'est que la notion de serious game, malheureusement, c'est une notion sur laquelle il n'y a pas nécessairement un accord très fort, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui mettent un quiz et qui disent que c'est un serious game, donc ça ne rentre pas dans ces cas-là dans la définition du serious game. Ce qui est montré pour l'instant, il n'y a pas eu d'études qui auraient montré des effets de compétition entre sources qui soient plus forts que dans d'autres domaines, donc ça n'a pas été tout simplement testé, c'est-à-dire que ce n'est pas le cas. Par contre, ce qui est montré récemment, et notamment dans les travaux qu'on a réalisés à Rennes, c'est qu'on gagne effectivement en efficacité des serious games à y introduire des éléments qui sont connus dans le domaine du e-learning, par exemple les quiz, les feedbacks. Tout simplement parce que ce qui a été montré, c'est plus que les éléments du jeu, c'est le positionnement de l'apprenant qui peut être dangereux. C'est-à-dire dans un certain nombre de cas, ce qu'on voit, c'est les apprenants arriver dans le serious game avec une position qui est justement, je suis là pour jouer. Je suis là pour jouer, je suis là pour faire le meilleur score, et je ne suis pas là pour maîtriser une compétence. Ce qu'on appelle en termes de motivation des buts de maîtrise. En fait, ce n'est pas des buts de maîtrise, c'est des buts de performance au lieu des buts de maîtrise. Donc, dans un certain nombre de cas, il faut corriger cette petite dérive possible en se débrouillant justement pour que les gens apprennent malgré eux, à travers des quiz, à travers des feedbacks, etc. Donc là, il y a un certain nombre d'études qui commencent à être publiées dans ce domaine-là. Pour autant, il n'y a rien qui montre des effets de compétition plus forts. C'est des choses qui sont très proches de ce qu'on voit en réalité virtuelle aussi, hein, puisque là aussi, il y a de plus en plus de doutes en réalité virtuelle sur tout ce qui bouge, etc. Donc là, il y a des travaux en cours, mais pour l'instant, pas de conclusion très claire. D'accord, donc si je comprends bien, il faut continuer à jouer sur l'interactivité, davantage que finalement sur, peut-être il y a moins de concurrence, en tout cas entre les médias, si on joue cette carte de l'interactivité avec l'apprenant. Oui, tout à fait. Et puis, il faut aussi ne pas oublier peut-être que dans jeu sérieux, il y a sérieux, et parfois certains, sous prétexte de jeux sérieux, ne font plus que des quiz, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de contenu pédagogique en tant que tel, etc. Là, il y a aussi une petite dérive, c'est-à-dire qu'on place des gens complètement novices dans une situation où on pense qu'ils vont tout découvrir par l'interactivité. C'est pas suffisant. Ça vient comme un exercice d'entraînement en complément, pourquoi pas de ressources plus classiques d'ailleurs. D'accord. Je vais te repasser la parole, Christian. Je crois que tu avais d'autres éléments à nous faire part. J'avais juste 2 choses. C'était. Alors, du coup, là, on n'y voit pas très bien parce que c'est assez sombre. C'est un autre. C'est une copie d'écran d'un autre serious game sur lequel on travaille, où là on n'est pas du tout dans une notion d'embranchement, mais on est vraiment en mode exploratoire. Donc je dois collecter de l'information, discuter avec des gens, trouver des indices pour me forger ma propre opinion par rapport à une problématique qui m'est posée. Donc je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais à la sortie, là, vous pourrez prendre des fiches produits si ça vous intéresse. On est parti du navire qui s'appelle le Vasa, qui était
navire de Suède, enfin fabriqué en Suède, qui était le plus gros navire de guerre de l'époque et qui n'a fait qu'1 000 marins le jour de son lancement. Donc en Bretagne, ça vous parle. Je ne te plains pas combien ça fait de kilomètres, mais c'est pas très grave. Et donc on est missionné par le roi pour comprendre pourquoi ça s'est passé comme ça. Et donc on doit aller enquêter dans la ville, rencontrer des gens et se forger son opinion sur les facteurs clés de succès de gestion de projet, en tout cas les facteurs clés d'échec en l'occurrence. Ce qui est intéressant pour, au-delà de l'ergonomie, c'est qu'on trace de notre côté à la fois le comportement de l'utilisateur et au-delà de ses réponses. C'est-à-dire qu'à l'issue, effectivement, il va avoir un profil où pour lui, le risque majeur d'échec, ça vient de la politique managériale ou de la technique des architectes, etc. Bon, on cartographie son positionnement par rapport à l'échec de ce bateau-là, mais on trace aussi comment il a évolué, où est-ce qu'il a allé cliquer, par quoi il a commencé. Donc, on fait travailler une chercheuse en convention CIFRE chez nous pour arriver à modéliser ça en tant qu'indicateur RH. Donc, pour l'instant, elle cherche. Mais voilà, est-ce qu'on peut tirer des conclusions aussi du parcours qui est fait par faire de l'analyse comportementale, entre guillemets, par un apprenant dans un environnement, et elle est vraiment en phase de deux barrières, c'est-à-dire effectivement la modélisation de ces indicateurs récupérés et l'ergonomie qui génère ce même parcours. Donc d'où vient le comportement? Est-ce que c'est parce qu'ils sont naturellement comme ça, ou est-ce que c'est parce que l'ergonomie génère ce type de comportement? Donc on peut après derrière faire des choses intéressantes tout en faisant de la formation. Ça, c'est des produits qui sont utilisés en mode blended, hein. C'est pas des choses où l'apprenant est tout seul et il se débrouille tout seul avec l'outil. Ce sont des choses qui sont utilisées en formation, notamment par l'école de management de Lyon et Grenoble École de Management, avec tout l'accompagnement des enseignants à côté. Et puis, je voulais soulever un peu 2-3 questions qu'on se pose en ce moment donc, sur les défis de demain par rapport aux évolutions des outils dont on dispose et qui par conséquent sont les outils sur lesquels vont être consommés la formation entre autres, et c'est déjà le cas puisque nous, pour vous donner un ordre d'idée, mais depuis 6-8 mois, les donneurs d'ordre qui nous envoient des cahiers des charges e-learning veulent la version HTML5 parce qu'ils trouvent le mot joli, en tout cas ce qu'ils veulent c'est de la tablette. Donc, il faut qu'on intègre ça, et au-delà, ça pose un certain nombre de problématiques ergonomiques. Vous ne pouvez pas déclencher un son automatiquement sur un iPhone ou sur un iPad, puisque c'est propre à l'OS d'empêcher ça pour éviter les downloads pour les gens qui sont en consommation de data, donc en même temps c'est assez logique. Donc du coup on ne peut plus piloter de la même manière. Vous avez les écrans Retina qui font qu'on est obligé de faire de la haute def et de la version dégradée pour les écrans classiques PC. Donc on monte en travaux à la fois graphiques, à la fois techniques. Et puis en termes d'ergonomie, surtout, il y a des possibilités qui sont offertes qu'on n'a pas aujourd'hui avec sa souris, quoi. Le multitouch, pouvoir zoomer, pouvoir tourner, se servir de l'accéléromètre, donc créer un exercice pédagogique avec le pendule ou l'accéléromètre, ce genre de choses-là. Nous, on travaille dans un autre projet aujourd'hui, donc un FUI, donc avec un consortium, sur un serious game dédié à la gestion du stress, et notamment à l'acquisition des bons réflexes et à l'entraînement à la relaxation. Et en fait, on est en train de travailler aujourd'hui sur l'interprétation des mouvements de l'individu captés par la caméra. En fait, le joystick, c'est l'individu qui respire devant sa tablette, quoi. Et c'est ça qui va nous permettre de vérifier s'il est dans le bon rythme, etc. Au même titre qu'aujourd'hui, vous pouvez prendre votre pouls avec votre iPhone, ce genre de choses. Et pareil avec le micro qui permet d'intégrer la dimension du souffle, donc comme l'inspiration est basée sur le souffle. On a ces deux points d'entrée qui sont le haussement plus ou moins des épaules capté à travers la webcam du device, qui en fait pilote les événements graphiques qui se passent sur l'interface. Et on est en train de travailler sur la même chose avec le souffle. Donc du coup,
ben, en l'occurrence, il n'y a plus de bouton, puisque j'ai juste à tenir mon appareil et à travailler avec lui sans autre interaction que celle de mon corps. Donc ça pose des questions, en l'occurrence, à la fois graphiques, évidemment pour nous, pour arriver à designer tout ça, et puis en termes d'ergonomie. Et on en est qu'au tout début, j'avais j'ai eu l'occasion de m'amuser plusieurs fois, et puis de manière assez conséquente, il n'y a pas très longtemps, avec les tablettes, les grosses tables en fait, Surface de Samsung, les sur 40 et autres, où en fait, tout est possible ou presque, puisque on peut, là en l'occurrence on est plus que multimédia, puisqu'on est interconnecté avec les réseaux, etc., etc. Et donc penser la pédagogie et penser l'ergonomie dans ces environnements-là, ça c'est des vrais défis qui me travaillent évidemment, sur lesquels en interne on essaie de faire de la veille. Comme on est B2B, on sait que les donneurs d'ordre ne sont pas encore prêts à avoir toutes ces interfaces-là en termes de device ou autre, mais on y va tout droit. Il y aura des salles de ressources où autour de la machine à café, il y aura des grosses tables Surface sur lesquelles les gens vont pouvoir avoir de l'interactivité avec des contenus à valeur ajoutée, que ce soit formation ou autre. Donc on se pose toutes ces questions-là, et puis on se pose aussi, de cette utilisation-là, se pose également ce qu'apporte le transmédia donc, dans cette capacité à utiliser les différents supports pour un même objectif de contenu, mais donc avec une écriture différente et donc une ergonomie adaptée à chaque fois. Donc ça, c'est les défis à peu près identifiés comme ça aujourd'hui. Je ne sais pas si en labo, je ne sais pas où vous en êtes. Je ne suis pas rajouté la robotique parce que on a la chance à Lyon d'avoir des gens très très actifs en robotique. Et dont je suis assez proche, puisque, historiquement, et on essaye aujourd'hui de trouver des projets, en tout cas de trouver un biais de pouvoir prototyper un projet d'interface tangible de type mini-robot, qui soit l'interface entre l'apprenant et le scénario. L'avantage de la robotique, c'est qu'elle a toutes ces notions de capteur, donc elle peut très bien capter l'environnement sonore, par exemple, l'environnement lumineux de l'apprenant, et en fonction, envoyer des informations au moteur scénario qui va redescendre de l'information vers l'apprenant en disant « il y a trop de bruit autour de toi, arrête ta formation, ça ne sert à rien ». Au lieu de cocher des cases sur des quiz, sur un écran, c'est se servir de cette interface tangible pour, en tant qu'élément de réponse. Donc du coup, le design et l'ergonomie sortent du simple écran pour venir interagir avec des objets communicants qui vont pouvoir être placés dans le dispositif de formation. Donc voilà, c'est dans les choses identifiées sur lesquelles je pense qu'il y a des vrais chantiers, notamment universitaires, avec les labos, etc. Il y a des boulevards. Effectivement, le terme de transmédiage, il y a un petit reportage à la radio, parce que le Finistère n'est pas aussi loin que Lyon, mais finalement assez loin. Donc dans la voiture, j'ai une petite information, là, je crois que c'est sur France Inter ce matin, une intervention sur le transmédia, justement, pour ceux qui découvrent ce vous avez Orange Labs qui est très très actif là-dessus et qui permet plutôt bien d'implanter l'annonce en contact. Et Télécom Bretagne. Alors, Eric, sur ces nouveaux outils, finalement, ces outils mobiles, qu'en est-il de l'ergonomie? Parce que j'imagine qu'on ne va pas travailler de la même manière. Est-ce qu'il y a déjà des pistes sur lesquelles on peut s'appuyer pour commencer à prospecter justement les nouveaux ou les futurs nouveaux clients? Alors, il y a effectivement des travaux sur, on va dire, de manière générale, le mobile learning, pour utiliser le terme à la mode. Ces travaux sont clairement en retard de ce point de vue sur les nouvelles capacités d'interaction. C'est-à-dire les travaux qu'on va trouver dans le domaine du e-learning, c'est des travaux plutôt sur la balado-diffusion, pour employer cette fois le terme français, donc autour de l'usage des podcasts auditifs, donc on sait que ça ne marche pas, puis des podcasts augmentés qui ont souvent été trop augmentés. Donc là, il y a un certain nombre de travaux, mais qui ne sont pas allés jusqu'aux nouvelles opportunités d'interaction qu'offrent les tablettes tactiles, etc. Donc très peu de travaux publiés à l'heure actuelle, et je suis assez d'accord de placer ça comme un défi pour la recherche à l'heure actuelle, sur l'optimisation, ne serait-ce qu'on fait des outils comme les outils Apple fournit maintenant, qui permettent à tout le monde de faire des livres interactifs.
risque d'aboutir aux mêmes dégâts que le rapid e-learning à un moment, c'est-à-dire tout le monde va être concepteur de ressources avec tous les risques que ça comporte en matière de conception un peu bricolage. Donc c'est à la fois un outil très intéressant pour permettre de nouvelles opportunités en termes de développement, hein, et y compris à des enseignants de pouvoir créer leurs propres ressources, etc. C'est un outil où on va aussi avoir les mêmes risques probablement, et les mêmes erreurs que celles du rapid learning au départ. Donc, et là, pour l'instant, très peu de travaux dans ce domaine. Les seuls travaux qui existent sont plutôt des travaux sur la lisibilité à l'écran, sur tablette. Je pense à des collègues de l'UT1 Paris qui font pas mal de choses sur le livre blanc, sur la lecture à l'écran, avec les personnes âgées, etc. Donc les gens sont plutôt rentrés par les liseuses, etc., avant d'aller jusqu'au travail plutôt sur l'interaction. D'accord. Alors les tablettes commencent à faire baisser aussi le nombre de ventes de PC. On peut voir aussi que dans les amphis, on est quand même de plus en plus en équipement nomade. Est-ce qu'au niveau de l'ergonomie, il y a des approches générationnelles à prendre en compte? Parce que j'ai vu dans l'un des Serious Games, par exemple, le bouton Next, il n'y est plus. C'est un petit icône, un petit dessin. Donc, est-ce que ça, c'est également des éléments que vous observez au niveau de mutation, vous faites peut-être des boutons, des visuels, des choix? Alors là, il faudrait, en termes de mutation technologique, oui, probablement. Maintenant, en termes d'efficacité, c'est vrai qu'on a toujours tendance à parler de cette fameuse génération qui n'aura aucun problème informatique parce qu'ils sont nés dedans, etc. C'est évidemment totalement faux. C'est-à-dire que quand on travaille tous les jours à l'Oustic avec des étudiants, il n'y a pas que les personnes âgées qui ont des difficultés avec les ordinateurs à l'Oustic, avec les interactions. Donc c'est faux de dire que la génération qui est née dedans va le plus avoir de difficultés, etc. Ils auront les mêmes difficultés, que ce soit sur tablette, etc. Donc si, c'est utilisé parfois comme un prétexte pour ne pas faire attention à la manière dont on conçoit cette génération technologique. Donc il y a effectivement un certain nombre par contre de facteurs en matière d'acceptabilité cette fois. C'est-à-dire qu'ils sont tellement baignés dans l'usage des smartphones, etc., que le fait de passer à un support d'apprentissage, par exemple sur le smartphone, c'est beaucoup moins compliqué que pour des gens qui n'ont pas ces connaissances sur l'utilisation du support. Ce qui fait la difficulté de certains nouveaux supports d'apprentissage, c'est à la fois l'utilisation du support, en plus de la difficulté d'utilisation de compréhension du contenu. Donc, de ce point de vue, il est clair que les gens qui ont l'habitude de manipuler un support proche ou identique vont avoir beaucoup moins de difficultés. Mais plus qu'un effet de génération, c'est un effet d'expertise avec l'outil, hein, qui peut se produire aussi bien chez des personnes âgées qui ont l'habitude, etc. D'accord, donc en termes de surcharge cognitive qui a été évoqué dans le premier diaporama, finalement l'outil utilisé, ou le support utilisé, pourrait rajouter une difficulté supplémentaire dans l'acceptation des contenus. Oui, en termes d'acceptabilité, dans certaines populations, effectivement. On a travaillé récemment dans un projet sur un jeu sérieux justement pour la formation des auxiliaires de vie, où la version mobile avait été enregistrée. Avait été envisagée. Il est apparu lors des phases d'analyse du besoin très précoce, parce qu'on avait pris la précaution de faire ça, que cette version mobile était très peu attendue par les futurs apprenants, ces auxiliaires de vie, pour deux raisons principales. La première, c'est un problème d'équipement, c'est tout bête, c'est-à-dire que les smartphones, tout le monde n'en a pas. Et qu'elle n'avait pas en plus envie d'utiliser un outil personnel pour l'apprentissage professionnel. Donc, dans ce projet, la version mobile qui avait été envisagée n'a pas été développée, on est resté sur le Serious Game, sur ordinateur, qu'elles ont en plus utilisé dans le cadre de leur temps de formation. Donc on voit bien que là on rejoint un autre problème qui n'a rien à voir ni avec le contenu, ni avec la qualité du Serious Game, qui est un problème d'acceptabilité tout simplement, hein, qui est quelque chose qu'on a l'habitude, je ne l'ai pas évoqué là, de tout de suite travailler. Dès lors qu'on fait de l'innovation, on essaye, quand on fait de la conception centrée utilisateur, d'aller chercher justement, d'essayer d'anticiper ces difficultés potentielles. Question sur ces éléments, des retours? Non, mais ça se rejoint typiquement aujourd'hui dans l'environnement graphique, direction artistique, etc. On ne parle plus de UI, User Interface, mais on parle de UX, User Experience. Donc ce qu'on attend de nous, c'est de créer des dispositifs le plus ergonomique possible, évidemment, mais en tout cas que l'expérience utilisateur ne soit pas mauvaise. Et donc un certain nombre de codes changent. On est sur des problématiques quand on veut effectivement être un peu compatible de responsive design, donc ça veut dire qu'il faut concevoir une seule fois et qu'on puisse
puisse se diffuser sur l'ensemble des supports sans pour autant tout casser, etc. Donc il y a un certain nombre de choses qu'on a vues là, ou que je montrais, qui ne peuvent absolument pas marcher sur un smartphone, ni même sur une tablette aujourd'hui de la manière qu'ils sont conçus. Donc les vrais enjeux, effectivement, en ce qui nous concerne sur la partie graphique, ils sont là. Et ils sont aussi de ne pas tomber dans les pièges de la facilité des outils qui permettent à monsieur tout le monde de réaliser ces petits outils interactifs, et de continuer à réfléchir sur justement et d'interagir avec les pédagogues sur cette expérience utilisateur à venir, quoi. Après, sur les comportements, moi je disais un truc moi j'étais assis donc je ne suis pas tombé plus bas, mais l'utilisation des téléphones portables et notamment donc, de la pratique du SMS chez cette génération Y et digital native et autres, fait qu'aujourd'hui, ils auraient plutôt tendance à sonner avec le pouce sur une sonnette, alors que jusqu'à présent, les générations d'avant sonnaient avec l'index. Donc on en arrive à des choses comme ça, et je pense que ça va être une exigence de pouvoir zoomer sur quelque chose juste en écartant le pouce et l'index. C'est-à-dire que l'application qui n'aura pas ça, ça va être une mauvaise expérience utilisateur. Et donc il faut commencer à digérer, intégrer ça, y compris dans la conception pédagogique. Voilà. Ok. Alors, nous allons passer à la série de questions dans la salle. Est-ce qu'il y a des remarques, des interrogations ou des demandes de précision par rapport aux différents éléments qui ont été développés? Ma question s'adresse au Tiffen Folio Learning Birds. J'étais une des anciennes élèves d'Eric. Elle s'adresse particulièrement à toi d'ailleurs, ma question, mais je suis ouverte aux réactions de tout le monde. Tu as évoqué tout à l'heure les supports de vidéos pédagogiques et j'aurais aimé ou avoir quelques détails ou bien savoir où on peut se procurer des travaux si jamais il y a des articles qui sont sortis dessus. Alors, il y a effectivement des travaux. Je pense que tu peux t'adresser à Nicolas qui est là-bas, qui fait sa thèse sur les vidéos pédagogiques. Donc, il fait voilà. Et donc, vous pourrez échanger tout à l'heure. Alors, dans un secteur particulier, hein, qui est une forme d'enseignement, ce qu'il faut savoir, donc les vidéos pédagogiques, elles étaient tombées un peu en désuétude, elles reviennent en force grâce à YouTube et au fameux MOOC. Donc ces plateformes d'enseignement où on va déposer des centaines de vidéos en pensant que les étudiants vont s'en sortir à la fois sur le choix des vidéos et en plus dans l'apprentissage. Bon, sans entrer dans les détails, ce qui est montré, c'est que les vidéos peuvent être particulièrement intéressantes pour l'apprentissage de procédures, pour démontrer des gestes par exemple, ce qu'on sait difficilement faire à distance, ça a été évoqué tout à l'heure sur les savoir-faire, en dehors de ces vidéos de démonstration ou de la réalité virtuelle, de la simulation, pour être encore plus clair. Donc il y a un certain nombre d'études qui montrent des effets positifs de l'usage de la vidéo. Par contre, ce qui est montré, c'est que dans un certain nombre de cas, il y a des difficultés, encore une fois, inhérentes à ce format. La première, je l'évoquais tout à l'heure, c'est que les gens ne savent pas quand arrêter les vidéos, et donc il faut penser à la segmenter. Le deuxième défaut des vidéos qui a été mis en évidence, c'est que souvent quand on apprend une procédure, par exemple, quand on est novice, on va passer par la verbalisation. Et pour apprendre une procédure, on a besoin de dire, j'ai d'abord besoin de faire ça, puis ça, puis ça. Or, dans les vidéos, la structure de l'information est continue. Il n'est pas évident de savoir quand on passe d'une information importante à une autre, d'une étape à l'autre. Et donc, le gros travail qu'on a, à mon avis, à faire en ce moment sur les vidéos pour les optimiser, c'est un travail autour de la mise en évidence de la structure du contenu. C'est-à-dire quasiment de faire des sommaires de vidéos, parce que sinon on aboutit en fait. Et pensez aux difficultés qu'on peut avoir quand on essaie de trouver une information dans une vidéo pédagogique qui dure 1h30. C'est quasiment impossible. Donc tout ce qui est structuration de l'information dans les vidéos va permettre d'améliorer la recherche d'infos, c'est évident, mais aussi l'organisation de l'information en mémoire. C'est un certain nombre de travaux, enfin en tout cas une partie des travaux qu'on mène ici à Rennes vont dans ce sens-là et on n'est pas les seuls en ce moment, puisqu'on commence à revenir des travaux sur la vidéo, qui n'étaient plus du tout à la mode, puisque les premiers travaux portent sur la mémorisation de films à partir de la télé, dans les années 70, et depuis ça revient depuis 5 à 10 ans là, autour des vidéos en ligne, qui permettent de l'interactivité justement, beaucoup plus. Dans la vidéo en ligne, est-ce que tu entends aussi les tutos qu'on voit qui sont... Oui, alors effectivement, c'est une coïncidence intéressante parce qu'un autre étudiant qui va faire sa thèse sur les tutos justement, qu'on voit de plus en plus, et qui ont exactement les mêmes défauts et les mêmes avantages.
Sauf qu'on peut de plus en plus faire des tutos interactifs. Jusqu'à là, il est parti, Frédéric, il était là tout à l'heure, parce qu'on va lancer une étude là-dessus justement. On peut, dans les tutos type Captivate, créer de l'interactivité qui vont permettre d'impliquer l'apprenant dans le déroulement, de faire agir sur l'interface directement. Donc ça, c'est des travaux, effectivement, sur lesquels on est en train de réfléchir, en train d'essayer d'avancer. Merci. Une question, Eric, aussi, sur le doublement de l'écrit par rapport à une animation, ou à une voix plutôt. Et c'est ce que vous aviez dit par rapport à un serious game que vous présentiez. Et on a pas bien entendu l'échange que vous avez eu, je dirais un peu à part, sur l'effet que pouvait avoir le fait d'écrire exactement la même chose que ce que la voix dit. Est-ce que vous pourriez préciser un peu ce sujet? Alors, juste, en fait, j'ai montré une diapo tout à l'heure où on montrait des effets négatifs de ce qu'on appelle la redondance, en disant, attention, ces effets négatifs n'apparaissent que quand l'écrit entre en concurrence avec une autre source visuelle, ici le schéma. On vient de réaliser une série de travaux, justement, où dans le cadre d'un jeu sérieux, on a dupliqué le discours de l'agent à l'oral et à l'écrit. Ce qui apparaît alors, dans cette étude, et là on est vraiment sur des consignes de jeu, donc très très proche de ce qui a été montré là, quand on évalue la qualité d'interaction, en plus, est-ce que les gens ont bien respecté les consignes, etc., on n'a pas de différence. En revanche, quand on demande aux gens de juger la qualité du serious game, quand l'écrit était présent, ils ont eu l'impression que c'était plus facile de comprendre les règles, ils se sont sentis plus soutenus, c'est des questionnaires classiques d'évaluation du jeu, on parle des questionnaires de flow, dans le jargon, ils ont eu l'impression d'avoir des feedbacks plus intéressants, etc. Donc là, il y a un effet qui est positif qui apparaît sur le jugement un peu subjectif du jeu. Dans le cadre de la mémorisation des informations pédagogiques, on vient de montrer les mêmes effets, c'est-à-dire dupliquer le discours d'un agent. Là, on travaille aussi avec la Croix-Rouge, on duplique un discours en fait, de quelqu'un qui explique la procédure à tenir en cas d'urgence. Il y a le fait de dupliquer, ça a des effets positifs. Alors, pour finir de répondre à la question, ce qui n'a jamais été testé, c'est des discours très différents. On voit parfois ça dans de mauvais produits, où on a l'agent qui prononce une phrase alors qu'on a laissé d'autres documents écrits. Donc là, ça commence à devenir dangereux du point de vue des traitements. Autre possibilité, ce qu'on voit parfois, c'est l'agent prononce une phrase très très longue et je ne vais mettre à l'écran que l'information importante. Là aussi, encore une fois, il n'y a pas d'effet nécessairement démontré sur la qualité de l'apprentissage, mais on voit beaucoup de choses apparaître sur la satisfaction de l'apprenant. C'est-à-dire que globalement, mais c'est ce qu'on utilise un peu dans les bons diaporamas, entre guillemets, c'est-à-dire on ne met pas tout son discours, on met les informations importantes. Ça a un effet, en fait, ça a l'effet deux effets. Ça limite la surcharge perceptive, c'est-à-dire je ne perds pas mon temps à rechercher où j'en suis dans la diapo. Et puis, quand c'est bien fait, ça met en évidence, ça met en salience l'information importante du discours. Donc ça permet de mieux sélectionner l'information importante, de la prendre en note et de mieux la mémoriser. Merci. Ok, on a fait à peu près le tour. Oui, une dernière question. J'ai une dernière question. Donc, souvent, on est un peu sollicité par les clients qui souhaitent avoir, notamment sur des contenus de classe virtuelle ou des contenus auto-formatifs, d'avoir des supports que eux appellent interactifs, mais qui sont en fait, en tout cas, dynamiques, ou qui proposent du mouvement. Et je me pose souvent la question du mode d'apparition des informations, que ce soit des informations de guidage qui justement mettent en salience les informations du discours, ou que ce soit d'autres types d'informations visuelles que l'on propose sur le support. Est-ce que le mode d'entrée, est-ce qu'il y a eu des études de fait sur l'impact du mode d'entrée? J'imagine que si je fais l'étoile qui tourne et qui apparaît comme ça, on a réveillé un peu tout le monde, mais il n'y a peut-être pas d'efficacité. Ou alors est-ce qu'une apparition lente ou est-ce qu'une apparition brusque?
quels sont les effets en termes d'efficacité et puis de captation de l'attention des Alors, apprenants. il y a eu assez peu de travaux là-dessus. C'est vrai que c'était très à la mode à un moment dans les diaporamas, quand on a vu, quand les gens apprenaient à faire des diaporamas, on voyait deux choses. C'est des écrans de toutes les couleurs, si possible un fond différent à chaque diapositive, et puis deuxième chose, des animations à tout va. Je l'ai dit aux étudiants que j'ai eu, il y a un article anglais sur le sujet qui s'appelle « Pourquoi les pans ne savent pas voler ?» qui montre bien qu'à force de trop en faire, parfois en matière de fioritures, parce qu'il n'y a pas d'autre, on aboutit à des effets négatifs. Alors, ce qu'il faut bien comprendre dans ce que j'ai dit sur la capture de l'attention, c'est qu'elle est pertinente quand elle capture l'attention sur une information importante au bon moment. Le problème, c'est que parfois, on voit, quand on capture l'attention sur une diapositive, finalement, à ce que ça change, les gens la regardaient probablement. L'intérêt de la capture de l'attention par le mouvement, c'est j'évoque un élément, je le fais bouger pour que les gens sachent regarder. Si c'est toute la diapo qui bouge, quel est l'intérêt? Il y a eu une seule étude à ma connaissance, elle n'a pas montré d'effet positif d'animation type diapo. Elle n'a pas montré d'effet négatif non plus, si ce n'est parfois la crédibilité de l'orateur qui en prend un coup. Bien sûr. Mais la question, c'était plus, est-ce que, en termes de vitesse d'apparition, par exemple, est-ce qu'il y a un impact Non, alors là, pour le coup, il n'y a aucun travail. Merci. Bien. Merci beaucoup. Oui, il y a une autre question. Je crois que c'est un coup monté pour faire marcher ceux qui ont le micro. C'était plus peut-être sur les graphiques là. On voit, et vous nous avez montré qu'au fil du temps, il y a des évolutions, je dirais presque de mode ou de tendance en tout cas. Est-ce qu'il y a des effets démontrés, que ce soit chez vos clients ou côté ergonomie, sur le type de graphisme qu'on peut avoir, très coloré, pas coloré, chargé, pas chargé, simplifié, voilà, ce genre de choses-là. Alors, je vais répondre d'un point de vue ergonomique, puis je passerai ensuite le micro. Les seules choses qui sont montrées du point de vue ergonomie, c'est que des graphiques simplifiés sont quand même plus souvent faciles à comprendre. Ça ne va pas vous surprendre, ceux qui ont eu l'habitude d'avoir cours avec moi, mais on a tendance à en faire trop en matière de complexité parfois. C'est un grand classique, et souvent des schémas simplifiés sont peut-être parfois moins jolis mais plus efficaces. En tout cas moins proches de la réalité. Donc c'est les seuls travaux qu'on a là-dessus. Quant à l'évolution, je vais laisser plutôt personne qui a plus l'habitude que moi de subir ces demandes clients. Il y a plusieurs choses en fait. Il y a d'une part la culture locale, c'est-à-dire que pour être présent en Russie par exemple, il est hors de question de faire du e-learning avec de la bande dessinée, parce que passé 7-8 ans, il n'y a plus personne qui regarde des bandes dessinées et c'est considéré comme pas sérieux du tout, donc ça ne peut pas être un support de formation. Donc voilà, pour des gens qui débarquent comme nous avec nos gros sabots et plein de références, il faut se remettre en question. Donc ça c'est les problématiques culturelles d'un côté. Après il y a les tendances de fond qui sont plus ou moins quand même les tendances du web d'une manière générale, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on va, et c'est tant mieux, de plus en plus vers de l'infographie simplifiée, des infographiques au sens schéma, si vous voyez ce que je veux dire, donc ces grands schémas, ces grands tableaux avec, issus de toute la collecte de data qui a pu être faite, donc de l'utilisation maintenant du big data, et qui sont super pédagogiques. Moi je rêve aujourd'hui de faire un module e-learning qui tienne sur un seul et grand schéma et qu'on ait juste à naviguer dedans et qu'il y ait toutes les explications logiques comme on lit un infographie. Et techniquement, les clients ne sont pas encore prêts à ça, mais en réalité ça pourrait très bien se construire comme ça, et notamment avec des approches de tablettes où on peut naviguer. Sur l'impact sur l'apprentissage, les clients attachent quand même beaucoup d'importance au fond. Ils aiment bien la forme, mais en tout cas, ceux qui attachent trop d'importance à la forme, on essaye quand même de les ramener vers le fond pour éviter les fioritures, éviter les surcoûts liés à tous les graphismes qui peuvent en découler. Faire de la 3D pour le plaisir de faire de la 3D, ça n'a pas trop de sens non plus. Au même titre que faire des serious games pour descendre la nouvelle réglementation dans les agences qui s'apprend en 10 minutes, ça n'a pas de sens non plus. Donc
On a mesuré des vraies adhésions, on a des retours d'expérience avec des vraies adhésions par rapport à des concepts innovants. C'est souvent quand il y a eu un cap de franchise que je montrais tout à l'heure en 2007 avec l'Égypte et tout ça, là, les pyramides. Le groupe bancaire en question est quand même passé de PowerPoint fait en interne quasiment et plutôt tendance sapin de Noël, etc. À ça. Donc ça a été, et c'est aussi pour ça qu'on consacre beaucoup d'énergie, mais ce client est toujours client, vraiment. Donc ça c'est un autre élément aussi, c'est qu'on ne s'était pas trop trompé. Mais ça a permis de redynamiser le déploiement du e-learning en interne et d'avoir une meilleure adhésion. Donc c'est très dépendant des objectifs des clients, d'où ils en sont dans le déploiement du e-learning. Est-ce que c'est la première fois et est-ce que ce sont déjà des entreprises qui en font depuis 5-6 ans? À quelle cible on s'adresse? Est-ce que c'est des modules dédiés aux nouveaux arrivants, etc. Donc il y a plein de paramètres à prendre en considération qui vont faire que le design est plus ou moins dépendant et que la mesure de l'impact, forcément, doit en tenir compte, quoi. Donc je ne réponds pas à la question, je sais, mais il y a des tendances de fond qui sont globalement celles du web, je le disais tout à l'heure, responsive design, infographics, tout ça, sur lesquels nous, en tout cas, on s'appuie, qui sont issus aussi des nouvelles ergonomies, iPad, Windows 8, etc., donc avec des systèmes de glissement, de zoom automatique, etc., qu'il faut qu'on intègre. Et puis après, c'est très dépendant en fait, des objectifs. Faire de la simulation 3D temps réel, vous ne pourrez pas échapper à utiliser des avatars, des environnements, etc. Et voilà quoi. Donc, Ok. Eric, Christian, je vous remercie beaucoup. Je crois que ce qu'il faut retenir un peu de cet après-midi d'échange, c'est qu'on s'était imaginé un petit peu un débat entre, un peu peut-être conflictuel, en tout cas contradictoire, entre ergonomie et design. Finalement, on s'aperçoit que, bien évidemment, les deux ont plutôt tendance à se rapprocher et qu'à l'avenir, ils continueront à se rapprocher. Et il y a peut-être une dimension que vous avez rajoutée, c'est également la dimension coût et la dimension économique qui est quand même un facteur également important parce que quand on avance dans l'économie, quand on avance sur une voie plus artistique, eh bien, ce sont des éléments tout cas, qui sont bien à prendre en considération. Donc je vous remercie tous les deux, je remercie également la salle des questions. Nous allons poursuivre, pour finir, en tout cas cette partie conférence pour les troisièmes rencontres bretonnes d'ETIS et du e-learning. Donc je vais remercier d'abord toutes les personnes qui ont contribué à ce que cette journée puisse se dérouler correctement. Donc Georges, Alain, Emmanuel qui était à l'approvisionnement hier, et puis bon, tous les membres de Scolanet qui ont œuvré un moment ou un autre dans la tenue de ces rencontres. Bien entendu, on remercie également nos partenaires que sont le service de formation continue de l'Université de Rennes 1 et la région Bretagne, et puis l'ensemble des entreprises qui ont contribué par leur présence à faire de l'espace salon un vrai espace rencontre. Je crois que j'ai pu surprendre comme ça au détour quelques conversations qui me font penser que ces rencontres ont de l'intérêt et en tout cas on essaiera de les poursuivre, qui sait peut-être dans un autre département pour faire notre tour de Bretagne avant l'adhésion de la partie nantaise à la prochaine région Bretagne. Voilà.